Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu, bienvenue dans ma review du chapitre numéro 45 du manga Dragon Ball Super, et je tiens tout d'abord disclaimer à vous dire que j'ai eu confirmation que ça va réellement chauffer au niveau des droits d'auteur, des strikes et tout ça de par la Shueisha. Si jamais, moi mais également d'autres youtubeurs, prenez le risque d'afficher ne serait-ce qu'une moindre page du manga 45, etc. Même en la retournant, la modifiant, mettant des filtres et des effets, tout ça, ça peut chauffer énormément. Du coup, je n'afficherai aucune case, aucune page, ni rien, ni quoi que ce soit du manga Dragon Ball Super numéro 45, pour ne pas m'empêtrer dans des problèmes légaux de viol de droits d'auteur, etc., etc. Je vous mets tout comme dans ma vidéo d'hier le lien en description pour le lire légalement et officiellement sur le site de Manga Plus by Shueisha. Et du coup, j'illustrerai au mieux possible ma review par le biais de fanart. Et je sais très bien que vous saurez très largement comprendre cela, je vous en remercie déjà d'avance. Alors, trêve de blabla, et parlons-nous du chapitre 45 et de ses conséquences, et donc de ma review de tout ça. Alors, par-dessus tout, je tiens à dire que je suis très satisfait de ce chapitre-là. Attention, toute proportion gardée, sans aller dans les extrêmes, c'est pas du niveau de Dragon Ball de l'époque, mais ça j'ai pas besoin de le répéter chaque fois. Mais relativement à ce que le manga Dragon Ball Super a pu nous fournir, c'est très bon. Et même par rapport à ce qui se fait de manière générale en ce moment dans les mangas concurrents, je trouve que cet arc Moro part sur un très bon pied. La qualité visuelle, sans être parfaite ni excellente, était quand même au rendez-vous. Il y avait des choses assez stylées de la part de Toyotarou, même si par moments pouvait y avoir une main de Vegeta ou autre qui n'était pas forcément très bien dessinée, mais dans l'ensemble quand même visuellement, c'était très satisfaisant avec encore quelques clins d'œil, comme par exemple quand il y a Moro qui sort de l'eau, ça ressemble énormément à Goku sur Namek qui sortait de l'eau de la même manière quand il était en Super Saiyan de niveau 1. Forcément, nous sommes sur Namek, il y a des easter eggs, c'est tout à fait logique. Mais surtout, en termes scénaristiques, c'est vraiment sur ça que j'attends de pied ferme chaque chapitre de Dragon Ball Super. Eh bien, je trouvais que c'était vraiment bien ficelé. C'était déjà très différent des faux leaks. Vous savez, il y avait les rumeurs qui venaient de 4chan, etc. J'en ai volontairement pas parlé sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé un petit peu uniquement sur Twitter, mais je l'ai pas partagé ni rien. Parce que déjà, je voulais pas y croire, parce que je trouvais que ces résumés, les faux leaks là, dans lesquels Goku passait pour un triple con, etc. Je trouvais ça tellement débile que voilà, je pouvais pas y croire. Je pouvais pas croire que Toyotarou ferait quelque chose comme cela. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tant mieux, parce que c'était vraiment débile. Il y a 2-3 cons sur 4chan qui se sont crus intelligents à faire passer de fausses informations pour encore une fois descendre le manga DBS et Toyotarou. Sauf que non, Toyotarou nous a fait du très grand Toyotarou. Le chapitre commence donc directement dans la confrontation Vegeta God face à Moro. Durant une bonne partie du chapitre, on s'interroge sur les pouvoirs de Moro, et d'ailleurs c'est le titre du chapitre, ça s'appelle La magie de Moro, donc tu comprends de suite de quoi va parler le chapitre. Je ne sais pas pour vous, certes ça titille l'esprit de fan, mais le fait de se battre sur la nouvelle planète Namek alors que personnellement, mon arc préféré de Dragon Ball, c'est l'arc Namek, l'ancien, le tout premier. Je trouve que quand même ça a son petit effet. D'accord, c'est en noir et blanc, etc., il n'y a pas les couleurs, mais je sais pas, ça donne une ambiance de se battre sur Namek, même la nouvelle Namek, qui est quelque chose de particulier à mes yeux dans Dragon Ball. Mais au-delà de ça, on apprend pas mal de choses dans ce chapitre-là. On apprend le fait que Moro est capable d'utiliser sa magie de diverses manières et qu'un pouvoir peut utiliser avec différentes applications, comme le dit Moro. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, Moro est capable de récupérer de l'énergie vitale d'une planète, de ce qui s'y trouve, de l'absorber, mais pas que. Moro, comme en fait mention le garde de l'armée de Freezer qui l'accompagne, qui s'appelle Cranberry, est capable alors d'utiliser l'énergie vitale de la planète comme des attaques directes. Vous avez pu le voir dans le chapitre, c'est comme si Moro devenait un petit peu l'âme de la planète, devenait l'esprit de la planète et la faisait agir à sa place, et donc elle peut déployer de par son noyau directement, déchaîner les flammes de l'enfer, de par la lave qui constitue le cœur de la planète, etc. L'énergie vitale de la planète elle-même se déchaîne parce que Moro en a décidé ainsi, et au final l'énergie de la planète devient par extension celle de Moro, aussi bien s'il l'absorbe, mais même sans l'absorber, il peut la balancer sur quelqu'un, et ça c'est quand même plutôt bien pensé en termes de scénario et de mise en scène. Nous avons dans ce chapitre-là quelques pages sur Mirus et Jaco qui viennent un petit peu appuyer le tout, en nous répétant ou alors en expliquant avec un petit peu plus de développement, mais je trouve que c'était parfois un peu trop dans la répétition, les Mirus et Jaco. Certes, c'était pour poser le drama de la scène, mais bon, une fois que Goku et Vegeta ont fait un constat, si Mirus et Jaco font le double constat, c'est peut-être perdre une page pour rien, mais bon allez, on va pas chipoter sur ça. Mais ce qu'on comprend, c'est que Goku et Vegeta sont partis trop dans la hâte pour se faire Moro, et qu'il aurait fallu qu'ils restent dans le vaisseau de la patrouille galactique, écouter ce que Mirus avait à dire, parce qu'il n'avait pas encore décrit tous les pouvoirs et toutes les habilités de Moro. Sinon, Goku et Vegeta auraient eu une vraie envie de se créer une stratégie, ils n'auraient pas pu foncer directement comme ça, en sachant que leurs pouvoirs leur auraient été dérobés, ça n'aurait strictement aucun sens, mais ne le sachant pas, ils ont foncé sur Namek, et Moro peut déchaîner ses pouvoirs. En parlant de ça, c'est ce qu'il fait face à Vegeta God, et la scène devient assez épique. Moro s'entoure de ces fameux geysers d'énergie vitale de la planète, Vegeta est largement surpris parce que
Quand c'est un ennemi qui t'attaque, tu le vois formuler une attaque de ki, tu le vois se déplacer, tu sens les mouvements d'air, tu sens les mouvements de ki. Mais là, c'est la planète qui bouge, elle est imprévisible. Même si les sens de Vegeta sont à l'affût, il ne peut pas tout esquiver, ne peut pas tout prévoir, ça peut sortir de n'importe où selon la volonté de Moro. La solution que trouve Vegeta, c'est de se retrouver dans les airs, mais malgré tout, cette énergie manipulée de la nouvelle Namek finit quand même par toucher Vegeta en plein dans le dos. Bon d'accord, ça n'est pas assez pour finir le grand Vegeta-sama, mais quand même, il commence à perdre pied sur le combat, mais il n'en est qu'à sa forme SG-God. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce chapitre-là, c'est le fait que c'était très rapide, hein. On n'en a pas parlé 3 ans, j'aurais préféré qu'on appuie sur eux plutôt que sur Merus et Jaco, c'est les Namek. Les Namek, pauvre peuple paisible qui n'a jamais rien demandé de sa vie, et qui de temps à autre se fait martyriser ou sa planète se fait martyriser. Et qui sont en train de se demander quel type de bataille est en train de se produire ici, parce que, au final, l'armée de Freezer c'était soudain sur Namek, mais ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu l'invasion de la planète, il y a eu des peuples génocidaires à droite à gauche, mais là, d'un coup, Moro il va fort, Vegeta il va fort, c'est un peu réminiscent dans la tête des Namek de la frustration Freezer. Donc voilà, c'est vraiment le peuple martyrisé dont la martyrisation se perpétue au fil des décennies. Et ça crée de l'empathie pour ce peuple-là. Mais bon, Toyotarou n'a pas réellement appuyé sur ce fait-là et c'est un petit peu dommage. Mais bon, Vegeta ressort et part au combat. Et la stratégie que veut mettre en place Vegeta, c'est de pouvoir atteindre Moro au corps à corps. Sauf que Moro a réponse à tout. Ce n'est pas réellement lui qui se bat, mais c'est encore une fois la planète qui vient le protéger. Et nous avons une case réellement épique, je trouve, dans laquelle il y a, encore une fois, cette fameuse énergie vitale de la planète Namek qui forme une réelle barrière entre Moro et Vegeta, alors que Vegeta se trouve peut-être à 50 cm de Moro, hein, ils sont vraiment leur visage face à face, mais c'est cette frustration d'être si proche, mais en même temps si loin de l'adversaire que tu veux tabasser. Et c'est en ça que Moro jubile face à Vegeta, parce que Vegeta ne peut rien lui faire, la barrière d'énergie naturelle vient protéger Moro, jusqu'à ce qu'il l'entoure autour de son bras, pour ensuite attaquer Vegeta dans une scène encore d'action épique. Mais c'est réellement à partir de ce moment-là, les devins, que le chapitre prend une toute autre tournure, et c'est à partir de là que scénaristiquement, l'engrenage se met en place, parce que jusque-là, tout ce que je viens de décrire, vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de l'analyser outre mesure, c'est-à-dire que c'est de l'action, c'est du combat, on en apprend plus visuellement sur les capacités de Moro, mais j'ai pas de quoi en parler pendant 10 jours. Par contre, pour la suite du manga, bon rassurez-vous, je vais pas en parler pendant 10 jours non plus, je vais quand même faire des efforts, mais il y a largement matière à discuter, parce qu'à partir de là se met en place une réelle stratégie de combat, chose qu'il faut le dire, se fait assez rare dans Dragon Ball Super, d'habitude c'est du tabassage en bonne et due forme, là il se met en place quelque chose de nouveau, un jeu psychologique entre Vegeta et Moro, et tout cela va nous permettre de ficeler toute une nouvelle forme d'intrigue et de hype pour le chapitre 46, donc du mois prochain, de Dragon Ball Super, et c'est en ça que ce chapitre est assez fort, parce que ce que le chapitre nous propose, c'est un Vegeta qui volontairement va se rabaisser, aussi bien physiquement, il ne va pas y aller à fond, que psychologiquement, il va limite s'avouer vaincu face à Moro, limite l'implorer pour sa pitié ou ce genre de choses, histoire de lui soutirer des informations. Chose pour laquelle on va voir Moro un tout petit peu s'en interroger, parce que Vegeta va d'abord se rabaisser, donc mettre Moro en confiance, et ensuite lui poser des questions, du style « Pourquoi es-tu venu sur Namek ?» Et tu as par exemple Moro qui va montrer un signe d'inquiétude, qui va lui dire « Mais pourquoi un homme mort, donc supposément Vegeta qui devrait mourir sous les mains de Moro selon Moro, aurait besoin d'une telle information ?» Tu vois, Moro s'en étonne un peu, mais Moro va rentrer dans ce jeu psychologique, et va faire semblant de donner l'avantage justement dans cette confrontation-là à Vegeta, et de lui donner ce qu'il veut. Déjà, Moro va donner l'impression à Vegeta de se sentir supérieur en lui disant « Ah, tu pries pour ta vie, mais à quel point la patrouille galactique est tombée si bas ?» Je vous rappelle que Vegeta est censé avoir sur son plastron le logo de la patrouille, même si Toyotarou l'oublie une fois toutes les 2 cases, mais bon. Donc Vegeta, lui, dans sa tête, se dit « C'est bon, ma stratégie est en train de prendre. » Mais par contre, derrière, Moro lui fait soi-disant quelques révélations. Il lui dit « Ben, je suis venu ici parce que j'ai besoin des Dragon Ball. » Et au fil de la discussion, Vegeta lui aussi prêche le faux pour avoir le vrai, il prétend ne rien savoir sur les Dragon Ball ni sur la manière de les utiliser ou quoi que ce soit. Donc Moro dit qu'il faut en finir avec Vegeta, mais au fil de leur bataille qui continue à peu près par les mêmes moyens que cités précédemment, hein, l'énergie naturelle, etc. Moro il va un petit peu plus fort, Vegeta aussi, mais bon ça reste dans les mêmes eaux. Tu as Vegeta qui continue de questionner Moro et qui lui dit « Pourquoi veux-tu les Dragon Ball? Malgré toute cette puissance que tu possèdes, est-ce que tu en veux encore plus? Enfin, pourquoi es-tu là ?» Et Moro fait 2 pseudo-révélations. La première, et celle-là je veux bien y croire, il lui dit « La puissance que je possède actuellement, donc c'est Moro qui parle, n'est rien face à celle que je possédais avant. Si j'avais ma puissance de l'époque, toi Vegeta, tu ne serais qu'un insecte devant moi. Et cette nouvelle planète Namek ne serait qu'un petit encas. » Et cette simple phrase, les devins vous laisse imaginer l'étendue des pouvoirs que Moro pouvait avoir à l'époque. C'est-à-dire que le Moro actuel est capable de causer du tort à un Vegeta God, sachant qu'il a passé 10 millions d'années dans une prison à dépérir, etc. Et en sachant que dans ce même chapitre 45, Moro vient tout juste de dire que l'énergie de la planète Namek est assez exceptionnelle.
Mais par contre, s'il avait son pouvoir d'époque, eh bien la quantité d'énergie de la nouvelle Namek, qui est soi-disant exceptionnelle à ses yeux aujourd'hui, ne serait qu'un petit Anka et Vegeta qu'un insecte, donc vous comprenez. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je peux pas parler de tout ici, mais ça vous met aussi sur la piste de l'énormissime puissance que possédait le Dai Kaioshin à l'époque. Le Kaioshin qui a été absorbé par Boo, qui est un petit peu aussi le cœur de l'arc, vu que Mirus veut le faire ressortir, parce que c'est quand même le Dai Kaioshin qui s'est opposé à Moro à l'époque, et le Dai Kaioshin de l'époque a réussi à tenir tête, peut-être qu'il lui était inférieur, mais il a quand même réussi à tenir face à lui durant un bon moment, alors que Moro à l'époque avait un pouvoir qui d'après lui faisait de Vegeta un insecte en comparaison de lui-même. Donc vous comprenez que le Dai Kaioshin devait être largement au-dessus à l'époque d'un Vegeta SSJ God et même SSJ Blue, ça m'a l'air assez certain. Mais bon, ça on en discutera plus tard. La deuxième révélation de Moro, c'est qu'il prétend alors que son but c'est de retrouver sa pleine puissance. Pas sa jeunesse, attention, les Piccolo Daimao, les Slugs et tout ça, vous balancez ça à la poubelle. Il parle de retrouver sa puissance. Sauf que, on va arrêter les suspens, vous avez tout sûrement déjà lu le chapitre si vous êtes là. À la fin du chapitre, Moro dira bel et bien à Vegeta qu'il lui cachait ses vraies intentions, donc en fait, retrouver sa puissance d'époque n'est pas l'objectif final de Moro. Et en ayant lu le chapitre, vous avez une réponse simple, claire et nette à cette question-là. Moro n'a évidemment pas besoin d'utiliser les Dragon Ball pour retrouver sa pleine puissance. C'est vrai que lors de mon analyse du précédent chapitre, je ne connaissais pas l'étendue des pouvoirs de Moro, donc j'avais fait une première conclusion en vous disant Moro n'a pas besoin de demander la jeunesse à Porunga, mais Moro a besoin de demander de retrouver ses pouvoirs. C'était le constat du chapitre 44. Mais maintenant que j'ai vu à quel point Moro peut absorber et se servir de l'énergie vitale qui l'entoure, il n'a pas besoin de Porunga. Ses pouvoirs, il les retrouvera très simplement en absorbant ce qu'il trouve. Vous avez vu qu'en l'espace d'un chapitre, Moro absorbait les pouvoirs de Goku, de Vegeta, de la planète Namek, des Namek, de l'énergie vitale, etc., etc. Donc, c'est limite, si retrouver ses pouvoirs, c'est déjà fait en un chapitre. Il n'a même pas besoin de Porunga pour le faire. Il va se balader sur une autre planète quelque part, il va l'absorber aussi, et c'est fini, on aura un Moro qui revient aussi fort qu'à l'époque. Donc clairement, ça ne sert à rien d'invoquer Porunga si c'est pour demander quelque chose que tu peux réaliser entre guillemets facilement toi-même. Donc Moro est attiré par Porunga, mais il a d'autres intentions que retrouver ses pouvoirs. Je pense que là, soit il a des intentions qui nous sont strictement inconnues, du style ramener quelqu'un à la vie, ou vous voyez ce genre de délire-là, un acolyte tout aussi démoniaque que lui, son maître, son élève, son fils, enfin vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez capté l'idée. Mais après, étant donné qu'il est un absorbeur, il peut aussi très bien avoir envie de s'approcher de Porunga, tout simplement et bêtement pour l'absorber. On avait déjà évoqué ensemble ce type de sujet-là sur ma chaîne YouTube. Il invoque Shenron, une fois qu'il est là, il absorbe toute son énergie vitale ou il l'absorbe complètement, allez savoir, hein. Et à partir de là, Moro disposerait d'une énergie et de pouvoir assez fabuleux, ça augmenterait encore sa magie, et pourquoi pas, ça ferait un petit peu comme Jafar dans Aladdin, eh bien on aurait pourquoi pas un Moro capable d'exaucer certains vœux. Mais peut-être que Moro n'est pas au courant de l'existence des Super Dragon Ball, et le fait que les Dragon Ball de Porunga sont limitées, elles sont plus puissantes que Shenron, mais elles sont limitées et qu'au-dessus de ça, il y aurait Super Shenron, donc Goku, Vegeta et la bande partiraient à la quête au Super Dragon Ball, histoire d'annuler les pouvoirs de Moro, ce genre de choses. Mais Moro en serait aussi au courant, du coup il va se dire « Ah ben tiens, si un Super Dragon absorbé, il faut que je l'absorbe, et en même temps, il faut que j'évite, Goku, Vegeta, d'annuler mes propres pouvoirs. » Ça pourrait être une nouvelle quête au Dragon Ball moderne que Dragon Ball Super nous proposerait avec cet arc Moro. Mais bon, pour poursuivre dans le chapitre, on a un Vegeta qui nous fait du grand Vegeta. Vegeta qui nous ressort sa nouvelle transformation. J'ai vu pas mal de personnes dire que c'était nouveau. Alors, ça dépend de ce que vous appelez nouveau, parce que cette transformation-là, c'est un espèce de Blue amélioré. C'est l'équivalent du Blue Shinka, du Blue Evolution de l'anime. Ça ne s'appelle pas Evolution ni Shinka dans le manga, donc ça n'apporte pas de nom pour le moment, ça en aura un sûrement plus tard, hein. Mais c'est quelque chose que Vegeta nous avait déjà sorti dans la version manga à la fin du tournoi du pouvoir, que je vous invite à relire si jamais vous aviez oublié ce détail. C'est vrai qu'on n'avait pas trop mis l'accent dans le manga sur la nouvelle forme de Vegeta, mais elle était clairement existante. C'est la même aura, c'est la même apparence physique, c'est les mêmes pouvoirs, donc voilà. Vegeta l'a déjà faite et la réutilise ici, je trouve ça vraiment cool. Pour une fois que Vegeta évolue un petit peu plus vite que Goku, entre gros guillemets, hein, parce que Goku possède sûrement enfoui en lui l'Ultra Instinct mais qui ne peut pas redévelopper ici, mais ça met quand même Vegeta en avant par rapport à cette forme-là. Alors à partir de là, Vegeta se la pète, Vegeta en mode domination totale, Vegeta en mode Saiyan qui bouillonne, et Vegeta qui n'en a plus rien à foutre des attaques avec l'énergie vitale de Namek de Moro. Et Moro, le vieux bouc, se prend un bon coup de pied à l'ancienne dans le ventre, qu'il va bien sentir passer. Et c'est là, dans le dernier tiers du chapitre, que le scénario prend encore une fois un autre tournant. Il y a vraiment 3 phases distinctes dans ce chapitre-là que j'aime beaucoup la construction. La première où tu as la mise en avant des pouvoirs de Moro, la deuxième où tu as tout le jeu psychologique qui se joue entre Moro et Vegeta, plus mise en avant de la nouvelle transformation de Vegeta, et la troisième partie dans laquelle c'est l'avènement de Moro et de ses pouvoirs réellement,
la révélation du fait que ses intentions réelles sont cachées, mais également l'amorce du déclin et de la défaite du duo de héros Goku-Vegeta. Ils sont clairement dépouillés de leur énergie, l'énergie vitale s'en va des arbres de la planète Namek, on la voit sortir du sol, de partout, les Namek eux-mêmes sur la planète sont en train de tomber de fatigue. Goku regarde ses propres mains et se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de le déposséder. Vegeta perd sa nouvelle forme de transformation, mais Vegeta a l'air un petit peu bête sur ce coup-là parce qu'il ne se rend pas réellement compte de ce qui lui arrive. Et Moro, ni vu ni connu, est en train de rassembler toute l'énergie vitale de la planète Namek. Vegeta et Goku sont un petit peu bluffés, Goku a un petit coup d'avance mais ne comprend pas totalement ce qui se passe, tandis que Vegeta ne comprend rien du tout. Il y a une petite scène un petit peu étrange que j'ai trouvée, là où Cranberry essaye de s'évader avec le vaisseau spatial, et il y a Moro qui le détecte et qui l'empêche de se casser. Alors j'ai pas trop compris, pourquoi est-ce que Moro a l'air réellement dépendant de Cranberry? Que peut réellement lui apporter Cranberry? Est-ce que Moro n'est pas capable de se déplacer sans respirer dans l'espace, alors que pourtant il a des tas et des tas de pouvoirs magiques qu'il a réussi à vivre pendant 10 millions d'années? C'est un petit peu étrange, ce lien Moro et Cranberry, alors que on pensait tous que Moro tuerait Cranberry très rapidement. Pour le moment, c'est pas le cas, au contraire, il a fait en sorte de le préserver près de lui. C'est pas un élément scénaristique de ouf, mais ça peut peut-être apporter un petit peu de piquant par la suite, je préfère vous le dire. Et à partir de là, l'énergie vitale est rassemblée et on a l'impression que Moro va l'envoyer directement sur Goku et Vegeta, sauf que non. Scène ultra similaire au Genki Dama, des petites sphères d'énergie vitale de Genki qui sont en train d'être rassemblées au plus proche de Moro. En fait, ça un abonné me l'a dit hier, j'ai beaucoup aimé l'expression qu'il m'a donnée. La technique de Moro, c'est un Genki Dama forcé. C'est un petit peu ça, hein. Sauf qu'en plus Moro peut en faire plus de choses qu'un Genki Dama. Goku n'a jamais de manière canon absorbé un Genki Dama, n'a jamais manipulé naturellement l'énergie d'une planète sans se l'approprier pour lui-même. La seule chose que fait Goku, et c'est déjà bien avec le Genki Dama, c'est de rassembler l'énergie en un seul point et de la balancer sur quelqu'un. Moro peut faire ça, mais Moro là il est en train de la rassembler pour la bouffer pour lui-même. Goku et Vegeta font très sûrement une erreur ici, dans le sens où Goku lui dit « Est-ce qu'on ne devrait pas attaquer Moro pendant qu'il est en train de charger ?» Mais personne ne bouge, ni Vegeta ni Goku. La sphère est en train d'être réduite, et Moro la mange littéralement. Il y a Vegeta qui s'en étonne et qui dit « Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a mangé, il y a Goku qui comprend pas. » Et là, on a un Moro qui subit un power-up énormissime. Il vient d'avoir l'énergie de Vegeta, qui a une nouvelle transformation quand même. Il a pompé l'énergie de Goku, l'énergie de la planète Namek qu'il qualifie d'exceptionnelle, l'énergie des Namek qu'il y a dessus. C'est juste énorme, et je vous ferai remarquer que on n'a vu aucune sphère d'énergie se détacher des Dragon Ball qui sont dans des petits sacs, donc clairement je pense que Moro a besoin que Purunga soit invoqué pour absorber l'énergie des DB, qui ne peut pas absorber l'énergie des DB telle qu'elle. Ça a l'air d'être le cas. Et on a Moro qui dit que ça fait du bien au corps de manger, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas mangé. Je vous ferai constater aussi une chose, c'est que le corps de Moro n'a pas du tout changé. Donc le fait de consommer de l'énergie vitale n'a pas l'air de rajeunir ses cellules, son apparence, ses muscles ou quoi que ce soit. C'est un gain, un power-up réellement qui se fait en interne dans son corps, mais pas plus. Et bon, Goku et Vegeta commencent à déchanter, ils commencent à se rendre compte du fait qu'il ne fallait pas défier Moro sans être au courant de tous les pouvoirs, qu'il aurait fallu laisser parler Mérus jusqu'à la fin, sans se téléporter ici comme des ânes, hein, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Vegeta tente le SSJ Blue, mais ça ne marche pas. Vegeta tentera ensuite de passer en SSJ 1, même pas le Blue, le 1, le jaune, ça ne marche pas. Donc là, Moro n'a pas ni juste volé l'énergie divine, ni juste volé l'énergie mortelle, il a volé les deux, tout ce qui se trouve en Goku et Vegeta. Et rien ne marche, Moro a tout. On a une scène qui fait beaucoup penser au combat Ichigo Aizen ou au combat Ichigo Ulquiorra, tu sais, avec la main comme ça, là, qui attrape le crâne de Vegeta et qui l'enfonce dans un mur. Avec une vitesse et une pression énormissime, Vegeta ne peut rien faire, hein, il est dépourvu de toute sa force. Et on a Moro qui nous fait une révélation qui, à mes yeux, est de taille. Il dit à Goku et Vegeta, vous étiez déjà au courant du fait que ma magie est capable de voler, il dit lui-même voler d'ailleurs, hein, ça précise bien que c'est un Genki Dama forcé d'une certaine manière, l'énergie vitale d'une planète. Et dans la deuxième case, il poursuit en disant, naturellement, cela inclut une portion de votre énergie aussi. Alors moi, ce qui m'interroge énormément là-dedans, c'est le mot portion. Pour moi, portion, ça veut dire ce que ça veut dire que c'est une partie, c'est partiel. Ça veut dire que Moro n'est pas capable de tout absorber d'un coup. La preuve en est, les devins, c'est que aussi bien les Namek, qui pourtant n'ont pas une énorme énergie en eux, mais Goku et Vegeta, ne sont pas raides morts. La seule fois où on a vu Moro sécher des gens à force de les absorber, c'est au début, quand on avait le petit flashback sur Moro, que Mérus expliquait tout ça. On avait une planète inconnue, il y avait un petit animal, là vous vous rappelez, qui ressemblait à un chien, renard, je ne sais quoi, qui est tombé desséché au sol, parce que Moro avait volé toute l'énergie. Mais là, ici sur la planète Namek, vous remarquerez que aussi bien la planète est toujours là, mais ça c'est peut-être pour pas qu'elle explose, que les Namek ne sont pas morts, ne sont pas tombés raides morts par terre, et Goku et Vegeta sont certes desséchés de leur énergie, mais sont toujours capables de se tenir debout. Donc Moro leur a pris sûrement la majorité de leur pouvoir, mais n'a pas tout pris. Est-ce qu'il y a une limitation à l'énergie vitale que Moro peut absorber vague par vague?
Est-ce que par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il peut absorber que tant d'énergie tous les 3 heures? Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il fait que parler de manger, Moro. C'est comme nous au final. On va manger une pizza, tu vas forcer, tu vas en manger 2, mais est-ce que tu peux en manger 10 ou tu peux en manger 20 d'un coup? Ben non. Eh bien, je pense que si ça fonctionne comme un repas pour Moro, il peut absorber tant de quantité, il peut forcer jusqu'à tant. Peut-être que là, il a forcé avec Goku et Vegeta, mais au-delà, pour nous, ça sera l'éventration, et pour lui, ça sera l'implosion. Et là, ça revient réellement à l'idée que je vous avais proposée dans une vidéo, dans laquelle je parlais de Goku qui ferait une espèce de super Genki-Dama, que Moro tenterait d'absorber, mais ça serait au-delà de ses capacités d'absorption, et ça causerait l'implosion de Moro. Un petit peu comme le Goku Yakon dans l'animé DBZ par exemple. Donc Goku, et surtout Vegeta, sont totalement laissés sur le chaos. Sur la version magazine, pas la version internet de Manga Plus, il y a une annotation sur le côté de la page qui indique comment vont faire Goku et Vegeta pour se relever une fois qu'ils ont été dépouillés, que leur énergie leur a été totalement dérobée. Donc ça confirme encore une fois le fait que Goku et Vegeta n'ont plus de jus, et c'est justement là que mon idée sur Beerus intervient et qui sera concrètement l'idée de conclusion de cette vidéo-là. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui vous a beaucoup plu, qui s'appelle Beerus doit se battre contre Moro. Elle en est à environ plus de 50 000 vues, donc je vous en remercie énormément, elle vous a réellement motivé à la regarder. Je vous mets le lien en description si vous l'avez manqué, parce que je ne vais pas répéter les éléments que j'ai dit dans cette vidéo-là, dans laquelle j'ai expliqué les motivations de Beerus à se battre contre Moro, tout ça. C'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, là je veux vraiment concrétiser dans le cas du chapitre 45 et 46 pourquoi, comment Beerus interviendrait, et pourquoi Beerus serait la réelle carte maîtresse face à Moro dans ce cas précis. Eh bien, dans l'état de Goku et Vegeta, il ne leur reste que très peu de solutions. C'est vrai que dans le live hier avec Marco, il me proposait l'idée que Kaioshin se téléporte et vienne les sauver. Alors c'est une idée qui se tient, c'est certes elle n'est pas spectaculaire, mais si ça se tient, que Kaioshin se téléporte, il les ramène dans le Kaioshinkai, ils battent en retraite et tu aurais Moro qui pourrait invoquer Porunga et faire tous ses bails avec Porunga. C'est même une idée très logique, j'ai envie de dire. Mais sinon, si cette situation ne se débloque pas par une fuite immédiate de Goku et Vegeta, ça voudra dire qu'il y aura une action extérieure en termes de fight, en termes de combat. Le truc c'est que, ok, vous avez été nombreux à me parler de C17 et C18, on peut pas absorber leur énergie, mais c'est pareil que Gohan, Piccolo et compagnie, comment vont-ils débarquer sur la nouvelle planète Namek? Et même une fois qu'ils sont là, toute la Z-Team, etc. de la Terre, que vont-ils faire face à Moro? Ils n'ont pas la puissance, loin de là, pour faire face à un être qui vient d'absorber l'énergie de Goku de Vegeta de la nouvelle Namek. Il y a une idée très séduisante dont je vous ai déjà parlé en vidéo, ça serait le fameux fait que Broly débarque. Étant donné qu'à la fin du film DBS Broly, attention, spoiler de taille moyenne, on a bel et bien Goku qui dit qu'il va apprendre 2-3 trucs à Broly. Dans ces 2-3 trucs, il pourrait très bien y avoir la téléportation, et du coup Broly débarquerait ici, et ça serait un fight contre Moro. Mais c'est encore une fois totalement illogique, parce que Moro pourrait absorber très facilement son énergie vitale, sauf s'il est limité en portions, mais allez, il va absorber son énergie vitale, et Broly finira à terre et Moro encore plus fort. Idem pour Vegeto et Gogeta, Moro deviendra encore plus fort. D'ailleurs, c'est un point positif parce que je faisais partie des personnes qui avaient peur que Gogeta devienne la carte maîtresse ultime pour les nouveaux arcs. Eh bien non, parce que si Goku et Vegeta font Gogeta, ben Moro va tout absorber, et Moro va devenir un des êtres les plus puissants qu'on ait jamais vu dans Dragon Ball. Donc tenter d'augmenter sa puissance brute face à Moro n'est pas la solution dans ce cas-là. Bien sûr, on peut avoir comme solution un Goku Ultra Instinct qui va revenir briser sa coquille, etc. comme vous l'avez vu au tournoi du pouvoir, mais en fait, je ne peux tout simplement pas développer cette piste-là parce que nous ne savons pas de quoi est constitué l'Ultra Instinct, même si dans l'animé, Whis a évoqué le Ki divin, mais on ne sait pas vraiment. On ne sait pas si Moro est capable d'absorber les capacités et pouvoirs de Goku Ultra Instinct, et en plus, je trouve que ça serait réellement prématuré que Goku nous sorte l'Ultra Instinct dès maintenant, parce que imaginons que Moro n'est pas capable de l'absorber, ça veut dire que Goku va tabasser Moro et l'arc serait fini. Donc vous voyez que ça n'a pas réellement de sens d'avoir un Ultra Instinct victorieux dès maintenant, donc je ne crois pas réellement à l'Ultra Instinct pour le moment, mais pour une fin d'arc, ça pourrait être aussi une belle conclusion. Par contre, le cas Beerus, si Whis par exemple a remarqué la présence de Moro il y a un petit moment et qu'ils étaient déjà en chemin pour se rendre auprès de Goku et Vegeta, une entrée fracassante de Beerus sur le terrain de la nouvelle planète Namek face à Moro serait quasi idéale. Le cadre en tout cas est totalement posé. C'est-à-dire que là, désolé je me répète, mais c'est réellement important. J'espère vraiment que vous arrivez à juger la quantité de puissance que Moro a en lui. Il a la puissance qu'il avait de base, qui lui permettait de rivaliser et de dépasser Vegeta et Seiji God, à laquelle vous devez y ajouter l'énergie vitale de la planète Namek, des habitants de la nouvelle Namek, l'énergie de Goku, et toute l'énergie de Vegeta qui vient d'obtenir le nouveau SSJ Blue un petit peu trafiqué. On est d'accord que si vous additionnez toute cette énergie-là, vous avez en face de vous un être qui est capable, je pense, sans souci, de défier un dieu de la destruction. Et même un être qui est capable de regarder Beerus droit dans les yeux et de le défier. Je pense que là, c'est la menace à laquelle on a affaire ici. Il est fort possible que le Moro que l'on a là
soit au-dessus en termes de puissance d'un Jiren et d'un Broly dans le film Dragon Ball Super Broly. Ça m'a l'air tout à fait logique après l'addition que je viens de vous présenter. Donc en termes de puissance, nous aurions un combat vraiment d'envergure entre Beerus et Moro. Et d'ailleurs Beerus pourrait nous apporter quelques détails historiques en disant que Moro est tel ou tel personnage, qui pourrait être un démon, qui pourrait être un ancien dieu. Beerus aurait pourquoi pas des connaissances sur Moro à nous apporter dans le scénario. Mais aussi les devins, qu'est-ce qui pourrait faire que Beerus soit légitime à se battre contre Moro ici? Je vous ai dit depuis tout à l'heure que tout le monde, sauf C17 et C18, se ferait absorber leur énergie vitale. Mais par contre pour Beerus ce n'est pas forcément le cas. Je pense que Moro n'est pas réellement capable d'absorber l'énergie vitale d'un vrai dieu. Goku et Vegeta développent des techniques de dieu, des transformations de dieu, du ki divin, mais ils ne sont pas des vrais dieux malgré tout, ils sont des mortels. Beerus est un réel dieu. Les Kaioshin sont des réels dieux. Et justement, si vous vous rappelez du flashback de Merus qui expliquait le combat à l'époque entre le Dai Kaioshin et Moro, c'était vraiment un combat de grande envergure, un combat qui a duré assez longtemps, un combat dans l'espace cosmique et tout ce qu'on veut. Et même si Moro avait l'air de dominer le combat, c'était quand même un combat très compliqué, très serré, il y avait un autre Kaioshin qui était venu assister le Dai Kaioshin. Et bien ma question alors, elle est toute simple les devins, pourquoi est-ce que Moro à l'époque, face au Dai Kaioshin, n'a pas absorbé son énergie vitale et le combat aurait été réglé? Moro en aurait été que plus fort, que plus puissant, il aurait même pourquoi pas acquis des pouvoirs de Kaioshin, et de l'autre côté le Kaioshin aurait été totalement faiblard, et Moro l'aurait vaincu d'une simple petite claque dans la nuque. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense que Moro était incapable alors d'absorber le pouvoir, l'énergie vitale du Dai Kaioshin, et qu'il est incapable d'absorber l'énergie des dieux. Donc là, vous m'avez compris, si Beerus se ramène dans ce combat-là, en termes de puissance, ça sera réellement équilibré face à Moro, mais également Moro déchantera d'une certaine manière parce qu'il sera mis en difficulté et ne sera pas capable d'enlever les pouvoirs que détient Beerus. Et du coup alors j'aurais deux choses à vous dire pour terminer ma vidéo. La première c'est que oui, Beerus a des motivations à se battre contre Moro, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. Tout simplement le fait que Moro détruit totalement l'équilibre, l'univers, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le job d'un Akaishin de réguler ce qui se passe dans l'univers. Moro est une réelle menace pour l'univers, donc Beerus a ses raisons d'agir. Beerus n'interviendrait pas pour sauver Goku et Vegeta, mais pour stopper la menace Moro. Parce que Whis aurait dit à Beerus, écoute, Goku et Vegeta sont en train de perdre, donc si tu le désires, va faire ton job de Akaishin. Et là, Beerus, étant donné que, suite au tournoi du pouvoir, il a eu de grosses frayeurs par rapport au classement des univers et tout, il se bougerait réellement les fesses. Et puis peut-être qu'il y a 10 millions d'années, il savait déjà de quoi était capable Moro. Mais aussi, chose que je veux dire, c'est que je ne pense pas que Beerus va mettre un terme à la menace Moro, ça n'est pas logique. Et en plus, c'est beaucoup trop tôt, je pense que Beerus aurait un rôle de transition dans cet arc-là, de temporisation pour maintenir un petit peu la menace Moro à l'écart de Goku et Vegeta et de ne pas trop affecter l'univers, que ça va donner un combat réellement épique, que ça va être une démonstration réelle des pouvoirs de Beerus, mais tout de même, je suis assez convaincu que le mot de la fin doit revenir à Goku et Vegeta dans cet arc-là et pas à Beerus. Sinon déjà ça serait un arc ultra court de 4, 5, 6 chapitres et ça vaut que dalle. Et surtout ça serait un arc qui n'aurait pas de réelle morale, mis à part le fait de voir Goku et Vegeta se remettre en question de leur défaite et d'avoir été inefficaces, mais je sais pas si c'est réellement vers ça que DBS est venu mener. Je pense qu'il y aurait une remise en question de Goku et Vegeta au milieu de l'arc, pas à la fin. Et que Beerus sera l'élément clé permettant à Goku et Vegeta de se remettre en question par rapport à tout ça, et que pour une raison X ou Y, Beerus ne pourra pas aller au bout de son combat. Soit parce que Beerus pourrait perdre, peut-être, mais même si Beerus est en train de gagner face à Moro, Moro aura forcément une botte secrète face à Beerus pour prendre la fuite, peut-être qu'entre temps il va réaliser son vœu auprès de Porunga, et une fois qu'il aura absorbé les pouvoirs de Porunga, ben là Beerus sera dépassé, et du coup ils vont essayer de battre en retraite grâce à Whis, enfin voilà, il peut y avoir des tas et des tas de choses à ce niveau-là qui vont se passer, pour avoir un combat qui se lance entre Beerus et Moro, et qu'ensuite ce groupe Beerus, Whis, Goku, Vegeta se sépare de Moro. Et Moro aurait quand même réussi une partie de ses plans, c'est-à-dire invoquer Porunga et faire ce qu'il a envie avec Porunga, pour nous lancer sur une nouvelle partie d'arc qui serait la remise en question de Goku Vegeta, un entraînement ou quelque chose du genre aussi bien psychologique que physique pour qu'ils acquièrent de nouveaux pouvoirs qui ne soient pas aussi éphémères et absorbables que ceux que Moro vient de leur prendre, que l'on ait pourquoi pas une quête au Super Dragon Ball entre temps, et qu'ensuite on ait un match retour qui donnera la victoire à Goku et Vegeta pour embrayer sur un tout nouvel arc ensuite. Ça m'a l'air assez logique vu comme ça. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire dans cette review là, je remercie infiniment mais réellement du fond du cœur toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Pour l'occasion, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes restés jusqu'à la fin, ça me fera extrêmement plaisir de le savoir. Prenez tous vraiment très bien soin de votre futur, pour me soutenir c'est facile, il y a la page Utip en description, le pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, et à plus pour de prochains arts divinatoires.